Le Wi-Fi, on l'utilise tous les jours, sans même y réfléchir. Ça a l'air un peu magique, non? On appuie sur un bouton et hop, Internet. Pourtant, derrière cette simplicité, il y a tout un processus qui est franchement fascinant. Alors ensemble, on va soulever le capot et voir ce qui se passe vraiment dans les airs. Voilà la question qui va nous servir de fil rouge. On va se lancer dans un petit voyage au cœur de la connexion pour vraiment piger comment nos appareils arrivent à se parler et surtout comment tout ce petit monde se protège. Accrochez-vous, ça va être plutôt éclairant. Bon, avant toute chose, il faut bien comprendre une différence majeure. Il y a le monde bien rangé, bien discipliné du réseau avec un câble, et de l'autre côté, eh bien c'est le chaos, un peu le Far West des ondes radio. C'est vraiment deux philosophies complètement différentes. Et voilà la différence cruciale. Un réseau filaire, l'Ethernet, il fonctionne sur un principe simple, la détection des collisions. En gros, il parle, et s'il y a un embouteillage de données, un accident, il s'en rend compte et il gère le problème après coup. Le Wi-Fi, lui, il ne peut pas faire ça. Il est incapable de voir les collisions dans les airs. Du coup, sa stratégie est beaucoup plus polie. C'est l'évitement des collisions. Autrement dit, il écoute bien attentivement pour voir si la voix est libre avant de commencer à parler. Une vraie leçon de savoir-vivre numérique. Ok, le décor est planté. Maintenant, voyons comment un appareil, que ce soit un téléphone ou un ordinateur, fait pour établir le contact et rejoindre un réseau. Ce n'est pas juste un clic, c'est un rituel, une poignée de main très formelle qui se déroule en 3 étapes bien précises. Ce processus, il est très méthodique. D'abord, étape 1, la découverte. L'appareil balaye les environs pour voir quels réseaux sont apportés. Ensuite, étape 2, l'authentification. C'est là qu'il présente son passe-part, c'est-à-dire le mot de passe. Et enfin, si tout est en ordre, étape 3, l'association. La connexion est officiellement établie, on peut commencer à envoyer et recevoir des données. Bien sûr, pour que ça fonctionne, tout doit être parfaitement aligné. Le nom du réseau, le mot de passe et le mode de sécurité, ce fameux WPA2 ou WPA3 qu'on voit parfois. Super, on est connecté, mais maintenant, le vrai défi commence. Comment on fait pour que les dizaines d'appareils connectés en même temps ne se coupent pas la parole en permanence? Imaginez un peu le bazar. Heureusement, il y a des règles du jeu, un protocole très strict. C'est la question centrale du Wi-Fi. C'est comme dans une conversation de groupe. Si tout le monde parle en même temps, personne n'entend rien. Le réseau sans fil fait face à ce problème en permanence. Et la solution qu'il a trouvée est d'une efficacité redoutable. Alors attention, le nom fait un peu peur. CSMA/CA. Mais ne nous laissons pas impressionner. Derrière cet acronyme barbare se cache en fait une idée toute simple. C'est le protocole de politesse du Wi-Fi. Il impose des règles de bonne conduite aux appareils pour que chacun attende sagement son tour avant de prendre la parole. Regardons ce petit balai de plus près. D'abord, l'appareil écoute. Le canal est libre? Parfait. Ensuite, il négocie. Il envoie une petite note au routeur, une demande pour émettre, qu'on appelle RTS. Il attend ensuite le feu vert du routeur, le prêt à recevoir, le CTS. Une fois qu'il a ce feu vert, il envoie ses données. Et ce n'est pas fini. Il attend une confirmation, un accusé de réception, l'ACK. S'il ne reçoit rien, il se dit « Oups, mon message s'est perdu » et il recommence tout le processus. C'est ce dialogue incessant qui rend nos connexions fiables. Bon, maintenant qu'on a vu comment ça marche bien, on va changer un peu de ton. Parce que cette nature ouverte du Wi-Fi, qui est ici pratique, c'est aussi sa plus grande faiblesse. Un pirate n'a même pas besoin de forcer la porte d'entrée. Il lui suffit de se garer dans la rue pour être à portée de tir. On peut regrouper les menaces en 3 grandes catégories. Il y a d'abord l'interception. C'est un peu l'espion qui écoute aux portes numériques. Ensuite, il y a l'intrusion. Là, c'est carrément le cambrioleur qui s'invite sur le réseau. Et enfin, il y a le déni de service. C'est le saboteur qui vient tout paralyser et bloquer la connexion pour tout le monde. Intéressons-nous maintenant à 2 des méchants les plus connus de l'univers Wi-Fi, le point d'accès intrus et le fameux jumeau maléfique. Ce sont des attaques particulièrement rusées parce qu'elles exploitent la confiance des gens. Prenons le cas d'un point d'accès pirate, aussi appelé Rogue AP. Imaginez que dans une entreprise, quelqu'un arrive à brancher, sans que personne ne le sache, un petit routeur Wi-Fi sur le réseau interne. L'analogie ici est juste parfaite. On peut avoir la porte d'entrée la plus sécurisée du monde, avec des gardes et des caméras, mais si la porte de service derrière est grande ouverte, eh bien toute la sécurité ne sert plus à rien. Ce petit boîtier, il contourne absolument toutes les défenses. Et puis, il y a encore plus sournois, l'attaque du jumeau maléfique, ou Evil Twin en anglais. Là, l'arme du pirate, c'est la tromperie. Il ne force rien du tout. Il crée simplement un faux réseau Wi-Fi qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un vrai réseau de confiance, genre le Wi-Fi du café du coin, d'un aéroport ou d'une bibliothèque. Le mode opératoire est d'une simplicité qui fait froid dans le dos.
D'abord, le piège. Le pirate crée son réseau avec un nom familier. Ensuite, la capture. Nos appareils sont souvent programmés pour se connecter au réseau qui a le signal le plus fort. Le pirate s'arrange donc pour que son signal soit plus puissant que le vrai. Et voilà. Une fois que l'appareil est connecté à son faux réseau, c'est le début de l'espionnage. L'attaquant se retrouve au milieu de la conversation et il peut absolument tout lire. Les emails, les mots de passe, les données bancaires. Allez, après ces scénarios un peu angoissants, passons à quelque chose de plus concret et de plus positif. Un conseil pratique pour optimiser sa propre connexion à la maison. C'est l'éternel dilemme entre la vitesse et la portée et comment éviter un ennemi invisible, les interférences. Voici le grand arbitrage du Wi-Fi. D'un côté, on a la bande 2,4 GHz. C'est un peu la route nationale, elle a une longue portée. Elle passe bien à travers les murs, mais elle est plus lente et surtout, elle est très très encombrée. Le micro-ondes, le téléphone sans fil, le babyphone, tout ce petit monde utilise cette fréquence. De l'autre côté, on a la bande 5 GHz. Ça, c'est l'autoroute. C'est super rapide et beaucoup moins encombré. Le problème, sa portée est plus courte et elle déteste les murs. En gros, la règle est simple. Pour le streaming 4K ou les jeux vidéo juste à côté du routeur, on choisit le 5 GHz. Pour avoir une bonne couverture dans toute la maison, le 2.4 GHz reste indispensable. Ce qui nous amène à cette dernière question pour la route. La prochaine fois qu'on se connecte à un Wi-Fi public, à quoi va-t-on penser en premier? Maintenant qu'on connaît un peu mieux la danse de la connexion, les règles de politesse entre les appareils, et surtout les pièges qui peuvent se cacher dans les airs, chaque connexion prend une toute autre saveur. Le Wi-Fi, ce n'est définitivement pas de la magie. C'est une technologie incroyable à comprendre et à utiliser avec un peu plus de prudence. Merci d'avoir suivi cette explication et restons vigilants.